Allô, bienvenue à Distanciation sociale, l'émission spéciale de RAD en ces temps de COVID-19, 7e épisode. Aujourd'hui à l'émission, le Québec dévoile ses scénarios de prévision de propagation du virus. On les analyse et on se demande à quoi ça sert de les diffuser. Et on reçoit le ministre de l'Économie du Québec, Pierre Fitzgibbon, pour discuter des changements que la crise va amener sur le plan économique. La tortue que j'ai depuis que j'ai 8 ans puis qui est toujours vivante. Je savais pas que ça vivait bien de même, là, des tortues. En fait, ça peut se rendre jusqu'à 50 ans, ces trucs-là, quand ça va bien. Ben voyons! On a décidé de laisser tomber le bilan statistique aujourd'hui parce qu'à l'heure qu'il est, vous savez probablement déjà qu'il y a eu 29 nouveaux décès au Québec. Et si vous voulez savoir les autres statistiques, le nombre d'hospitalisations, le nombre de cas, que ce soit au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, en Colombie-Britannique ou pour l'ensemble du Canada, on va déposer sous la vidéo un lien où vous pouvez voir ces statistiques en temps réel. On laisse aussi tomber l'actualité brûlante parce que on prend pour acquis que vous l'avez sûrement vu ailleurs, mais il y a une annonce importante aujourd'hui qu'on ne pouvait pas ignorer. Je me suis assuré que la Fée des dents va maintenant être sur la liste des services essentiels. Puis je veux rassurer aussi tous les parents, la Fée des dents est immunisée contre le coronavirus. Ben non, évidemment, c'est pas ça. L'annonce importante du jour, c'est plutôt le dévoilement des scénarios étudiés par Québec pour prédire la propagation de la COVID-19 sur le territoire québécois. C'est une annonce qui a eu lieu aux environs de 16 heures et pour en parler, on reçoit Renaud Manuguera-Gagné, journaliste scientifique à Radio-Canada. Bonjour Renaud. Salut Olivier. Renaud, le gouvernement a dévoilé 2 scénarios aujourd'hui, un scénario optimiste et un scénario pessimiste. Oui, tout ça. Dans le scénario optimiste, ce qu'on a vu, c'est que d'ici le 30 avril prochain, le Québec devrait atteindre les 29 000 cas confirmés et pourrait tourner autour de 1300 morts. Donc, le pire jour à venir, ce serait autour du 22 avril, où là, on pourrait avoir 1400 hospitalisations et dont 500 personnes aux soins intensifs. Ça, c'est le scénario optimiste. Donc, dans le scénario pessimiste, c'est près du double. On passe à presque 60 000 personnes qui seraient infectées dans la province par le virus de la COVID-19. On aurait un sommet aussi de 8 860 décès. Donc, à la mi-avril, ce serait 3 000 hospitalisations, dont 1 000 cas aux soins intensifs. Et ça, ces 1 000 cas-là, ce serait bien plus que ce que le système de santé il peut encaisser. Oui, parce qu'il y a 633 lits en soins intensifs là, pour l'instant au Québec. Oui, c'est ça. Donc, on dépasserait beaucoup ce chiffre-là. Donc, les chiffres officiels qu'on a à l'heure actuelle en ce moment au Québec, là, en date d'aujourd'hui, ça nous place en ce moment sur la trajectoire du scénario optimiste. C'est ça que les autorités racontaient. Donc, dépendamment du paramètre observé, les cas, que ce soit les cas confirmés, les hospitalisations, les décès, on est soit légèrement en dessous, soit légèrement au-dessus du scénario idéal. Donc, ça semble bien aller. Ces mêmes scénarios estiment qu'on va atteindre un plateau de la fameuse courbe autour du 18 avril. Ça, c'est le moment où on pourrait on commencer à faire face à une décroissance progressive des cas. Donc, ces chiffres-là, on doit les prendre pour ce qu'ils sont. C'est des probabilités. On nous en a montré 2 scénarios aujourd'hui, mais on pourrait se retrouver le 30 avril puis faire face à ni l'un ni l'autre ou une moyenne des deux. Ça dépend de beaucoup de variables, donc humaines, biologiques. Renaud, les scénarios qui ont été présentés aujourd'hui, c'est pas des scénarios qui ont été dessinés à partir du comportement du virus en sol québécois, ni à partir des mesures que le Québec a mis en place et de l'agenda de mise en place de ces mesures-là. C'est plutôt des prédictions qui ont été faites en fonction de ce qui s'est passé ailleurs. Le scénario pessimiste se base un peu sur ce qui s'est passé en Italie, le scénario optimiste sur ce qui s'est passé au Portugal ou en Allemagne. Pourquoi est-ce que c'est pertinent de se comparer à ces pays-là alors que c'est pas la même réalité au Québec? C'est que pour le moment, le nombre de cas qu'on a au Québec reste relativement faible si on parle en termes de statistiques. Donc, les calculs pour les modèles épidémiologiques, c'est vraiment quelque chose qui se nourrit de données. Le plus on a de grandes quantités d'informations, le mieux c'est. Et donc, en attendant qu'on ait des nouveaux chiffres au Québec, les modèles qu'on utilise ici ont été faits en fait à partir des données qu'on a en Europe. Donc, Pour le scénario optimiste, on a pris l'Allemagne. Ça, c'était pour le nombre de décès, en fait, pour l'Allemagne. Pour le Portugal, on a pris, c'est aussi le scénario optimiste, mais on l'a pris, lui, pour l'augmentation des cas. Alors que pour le scénario pessimiste, l'Italie reste malheureusement le cas d'école en ce moment. Donc, ces pays ont eu
en général beaucoup plus de cas que nous et ils font face aussi à la crise depuis un peu plus longtemps. Et donc, ce qui se passe là-bas, ça peut nous servir de base pour faire des projections et adapter les scénarios à notre population. Ça va nous donner une idée des options qu'on a devant nous, de ce qui doit être fait si on veut aller vers les scénarios plus optimistes, éliminer les scénarios pessimistes. Et avec le temps qui passe et les nouvelles données qui vont entrer, ben là, on va avoir des nouveaux scénarios et on va continuer de gérer de manière à nous éloigner de plus en plus des scénarios pessimistes. Le gouvernement a longtemps hésité avant de dévoiler ces scénarios-là. Pourquoi? Bon, oui, c'est vrai qu'on a vu le Dr Arruda qui craint que ces modèles-là, pour le moment, en fait, vu que ces modèles-là, ils penchent plutôt vers le côté optimiste, mais ils ont peur, il y avait probablement qu'ils avaient peur qu'en les diffusant, les Québécois peut-être relâchent leur garde. Ça reste aussi des probabilités. Ils ne voulaient pas non plus qu'on lui reproche que des prédictions qui sont dans ces modèles-là ne se réalisent pas. On ne sait pas encore exactement qu'est-ce qui va se passer au 30 avril. C'est ce qu'on a, c'est des probabilités. Et au-delà du 30 avril, mais les modèles lui-même, il disait, il rappelait c'était de l'astrologie. C'est du Jojo Savard. C'est du Jojo Savard. Jusqu'à un certain point, il n'y a pas de tort, même si les probabilités... Oui, parce que ça dépend beaucoup du comportement des gens. Ça dépend beaucoup du comportement des Québécois, donc c'est dur à prévoir. C'est ça, à cause des délais sur les symptômes aussi, les mesures qu'on prend aujourd'hui, elles sont efficaces jusqu'à maintenant, mais on ne peut pas s'en servir. Dans 2 semaines, ça va peut-être être différent. Donc, c'est en évolution constante. Et entre-temps, sortir par exemple, on a le chiffre du pire scénario à l'italienne, sortir ces chiffres-là hors contexte, c'est sûr que ça peut créer de l'anxiété dans la population. Mais bon, le but de tout l'exercice, c'était pas de faire des prévisions exactes, c'était de se préparer à différentes possibilités, préparer les hôpitaux, les respirateurs, tout ça pour diminuer la courbe, là, comme il n'arrête pas de faire dans ses gestes. Donc, si on n'est pas dans le meilleur scénario dans 2 semaines, c'est pas nécessairement une histoire de mauvaise gestion. C'est juste parce qu'on est dans un monde qui est très incertain en ce moment. On avance dans l'inconnu. Donc, c'est pour ça que ces scénarios-là, il faut quand même faire attention quand on parle de ces chiffres-là. Au-delà de la transparence avec le public, là, c'est quoi l'objectif? Puis elle est où la pertinence dans le dévoilement de ces données-là, rapidement, Renaud? Je pense que ça va surtout permettre à la population d'avoir des chiffres fiables. La science, en fait, d'avoir des chiffres plus fiables, parce que la science, ça a toujours été un travail d'équipe. Donc, en recherche, normalement, quelqu'un produit des données, des résultats, va les publier. Il y a d'autres labos qui vont reprendre les données, les confirmer, oui ou non. Donc, en publiant les informations gouvernementales, il y a d'autres chercheurs en épidémiologie, des chercheurs universitaires qui vont pouvoir utiliser ces données-là dans leur modèle, que ce soit les chiffres du Québec, les données du Québec ou les données d'autres pays. Et en combinant les informations qui viennent de différents modèles, ça va nous donner une image plus fiable de ce qui se passe en ce moment plutôt que si nos analyses viennent d'un seul endroit. Donc, le gouvernement a fait beaucoup d'analyses de son côté, ça c'est certain, mais en sciences, les tendances, ça se dégage quand il y a plusieurs chercheurs de plusieurs institutions qui combinent leurs efforts. Donc, c'est ça vraiment l'importance ici de diffuser les chiffres au grand public. Ces données-là ne tiennent toutefois pas compte d'une éventuelle deuxième vague parce que c'est dans probablement trop longtemps et les scientifiques du gouvernement ne voulaient pas se risquer à faire des projections au-delà de quelques semaines. Ouais. Renaud Manugera-Gagné, je te remercie de ta présence à Distanciation sociale. On se refait ça bientôt. Ça fait plaisir. Cette crise sanitaire est aussi une crise économique, une crise qui force les gouvernements à investir massivement à coût de millions, voire de milliards de dollars, et une crise qui a le potentiel de refaçonner les dynamiques de notre système économique. On en a discuté un petit peu plus tôt aujourd'hui avec le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, merci d'être avec nous à Distanciation sociale. Ça fait plaisir, bienvenue. Alors, vous avez lancé récemment l'initiative du panier bleu. Et là, j'essaie juste d'en cerner les contours, de comprendre un peu mieux c'est quoi. Ce n'est pas un site transactionnel. C'est un site pour favoriser l'achat local, mais c'est un genre de répertoire de toutes les entreprises québécoises qui sont en mesure de faire de la livraison. Exact. Écoutez, c'est un collectif, c'est une fédération. On veut fédérer tous les intervenants qui font du commerce. Évidemment, pas tout le monde peut faire du commerce électronique. Donc, dans la période COVID, c'est sûr qu'on favorise la livraison, mais éventuellement, ça va être aussi pour tous les commerces. Parce que ce qu'on veut faire, c'est de fédérer, d'avoir un site, un peu ce qu'Amazon offre. Amazon offre des transactions, mais Amazon principalement répertorie différents produits. Et dans le cas du panier bleu, on va aller plus loin que ça avec une cartographie, par exemple, pour permettre aux gens de savoir dans leur quartier, dans leur région,
qu'est-ce qui est disponible. Donc, ça se veut une fédération pour les commerçants, d'une part, et d'autre part pour les consommateurs. Mais pour l'instant, ce n'est pas un site transactionnel. Par contre, à l'intérieur du site, on va référer évidemment au site des commerçants qui, eux, pourront faire des transactions. Ouais. Il y a déjà certaines critiques là, qui sont adressées au panier bleu, notamment qui souffriraient, selon certains experts, de la comparaison avec Amazon, parce que, bon, Amazon, c'est un peu le sommet de l'expérience client. Là. On va là, on cherche un produit, tout de suite, on peut l'acheter, il est livré rapidement, les coûts de livraison sont très faibles. Il y a certains experts cités par la presse qui disaient que le panier bleu, c'était un peu l'équivalent des pages jaunes et que c'était très... 1999, et là je les cite, comme approche. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Écoutez, c'est vrai, je l'avoue, mais écoutez, qu'est-ce qui existe au Québec présentement qui permet aux consommateurs de voir ce qui est disponible? C'est pas grand-chose. On a inventorié après 113, je pense, initiatives locales qui, en passant, on veut fédérer. Hein. On n'est pas ici en remplacement de différents sites transactionnels qui existent déjà. Il y en a plusieurs. Mais il n'y a pas de répertoire national au Québec qui existe. Alors, effectivement, c'est la phase 1. Et on a créé une OBNL, c'est important. Donc, je pense que la période du COVID-19 permet cette fédération-là d'une solidarité extraordinaire. Mais il n'y a aucun doute que le panier bleu n'est pas Amazon Québec, de toute évidence. Mais Amazon Québec, on en parle depuis 4 ans. Qu'est-ce qui a été fait? Rien. Alors, moi, je pense qu'on a ici l'occasion, à cause de cette problématique de la crise sanitaire, de peut-être créer quelque chose. Alors moi, comme gouvernement, je trouvais intéressant de mettre la première charge dans cette batterie-là, qui va devoir évidemment évoluer là-dedans. Vous avez parfaitement raison. Cette crise-là permet à des entreprises, justement, là, comme Amazon, Walmart, de continuer de fonctionner, alors que on se rend compte qu'elle va probablement entraîner la faillite de nombreuses petites PME. D'une certaine façon, on peut dire que cette crise-là creuse les inégalités entre les entreprises. Est-ce que c'est une perspective que vous craignez, ça, que cette crise-là accentue les inégalités? Et qu'est-ce que votre gouvernement peut faire pour éviter que ça se produise? Vous avez raison que le tsunami qu'on a vu depuis quelques années avec l'arrivée des Amazones n'a pas commencé, évidemment, avec la COVID. Mais le COVID peut l'exacerber parce qu'effectivement, il y a beaucoup de commerces, peut-être, vont avoir la difficulté à survivre ou vont avoir les fondations un peu déficientes. Alors, ce panier bleu-là se veut aussi de développer un plus grand nombre de produits québécois. La critique que je reçois beaucoup ce temps-ci, c'est de dire c'est trop cher au Québec, on aime mieux des fois prendre des produits de la Chine. Alors, je réponds à ça que nous avons un déficit commercial de 20 milliards de dollars. On importe à peu près 100 milliards. Il y a des produits là-dedans, il y a des segments, il y a des pans de nos importations qu'on peut bien produire ici. Donc, le gouvernement du Québec, via le ministère de l'Économie, doit promouvoir l'innovation, autant pour les producteurs qu'ils soient plus efficaces, qu'on puisse consommer nous-mêmes nos produits, et d'autre part, pour les commerces. Je pense qu'il faut s'assurer que les commerces puissent survivre, parce qu'effectivement, si tout devient Amazon ou des gros géants comme ça, on va enlever un pan de l'économie qui va être très important, surtout pour les régions. Donc, je réponds longuement à votre question, mais le gouvernement doit en même temps stimuler l'investissement technologique dans nos commerces. Il y a seulement 20% du commerce électronique au Québec qui est fait par des commerçants québécois. Alors ça, il faut que ce chiffre-là augmente. Il ne sera pas 100%, de toute évidence. Et de couper Amazon, ça ne serait pas approprié. Je pense que les règles doivent être les mêmes, mais je pense que nous sommes quand même une communauté de libre-échangistes. On veut quand même transiger, on veut exporter. Donc, si on veut exporter, il faut importer aussi, il faut être équilibré. La bonne nouvelle, je conclue sur ça, nous avons 20 milliards d'écart entre nos importations et nos exportations. Si on peut réussir dans les prochaines décennies de combler l'écart en exportant 10 milliards de plus et en important 10 milliards de moins, le Québec va être ailleurs dans 10 ans. Vous parlez de l'importance de l'achat local. M. Legault a même parlé de démondialisation. Qu'est-ce que ça implique concrètement pour votre gouvernement, la démondialisation? Alors, je pense qu'il y a toute la question de l'autosuffisance dans les choses qui sont stratégiques pour la communauté. On pense à la santé, évidemment. Je pense aussi à l'agriculture. M. Legault, quand il parle de démondialisation, c'est qu'il faut quand même faire attention. Nous sommes des libre-échangistes. Nous dépendons du marché de l'exportation. Il ne faut pas devenir insulaire. Le Québec, ce n'est pas une île, mais si on se referme sur nous à extrême,
on ne gagnera pas. Donc, il faut rester équilibré, il faut exporter, mais il faut être autosuffisant dans certains secteurs, soit stratégiques, ou des secteurs où on peut être compétitif. Parce qu'en bout de piste, quand les gens me disent « je n'achète pas québécois, ça coûte trop cher », ça fait mal au cœur d'entendre ça. Alors, c'est sûr qu'on ne pourra pas, je pense, faire des marteaux peut-être ou des T-shirts à bas coût comme au Vietnam. Donc, il faudra accepter que nos T-shirts vont venir du Vietnam. Par contre, il y a beaucoup de produits que nous importons, où si le gouvernement devient interventionniste, pas en gérant une patente, mais en investissant pour la technologie, bien, ces producteurs-là vont pouvoir offrir des produits québécois à un prix égal ou légèrement supérieur au prix des importations. Alors, je pense que quand M. Legault parle de ça, on parle qu'il faut se servir de la période difficile pour pouvoir favoriser certains pans de l'économie pour être autosuffisant, soit stratégique ou soit des pans de l'économie où on peut être compétitif. Mm-hmm. À combien? Parce que là, l'économie du Québec est pas mal au ralenti. Le premier ministre a parlé de pause même. Donc, l'argent entre moins et surtout, vous avez des programmes d'aide qui sont déployés. À combien est-ce que vous évaluez le déficit cette année? On focalise présentement sur les liquidités. Ça, c'est important. Le filet social, il faut qu'il soit là. Et le filet des PME, il faut qu'il soit là. Alors, il y aura pas, on ne lésinera pas sur ça. Ça coûte de milliards, là. On n'ira pas dire, ben là, on va avoir trop de déficit. C'est même pas une négociation. Par contre, ce qui est problématique et que je ne comprends pas encore complètement, c'est la période qu'on a besoin pour qu'on revienne où nous étions. Je pense assez clair que dans le domaine touristique, on parle probablement 12 à 18 mois. La construction, on parle probablement de 2 heures. Alors, c'est sûr qu'il y a différents chantiers. On travaille étroitement. D'ailleurs, c'est mon ministère, on est là-dedans au moment où on se parle à temps plein. Comment est-ce qu'on va réouvrir l'économie? On va la réouvrir progressivement. C'est pas vrai que le 5 mai, on a de la lumière, tout le monde repart. Donc, on va commencer avant. Je parle de la construction résidentielle. Il y a des gens qui stressent présentement parce que, bon, il y a la propriété qui vont prendre possession le 1er juillet. Mais là, s'il n'y a rien qui se passe pour un mois, ça n'arrivera pas. Alors, bon, répondre à votre question, je ne sais pas. Ça va être un déficit. Puis, honnêtement, ce n'est pas une préoccupation si grande que ça présentement. Oui, je comprends. On dépense sans compter parce qu'il y a urgence. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans les prochaines années? Je veux dire, votre gouvernement est fan de finances saines et équilibrées. Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre pour éponger ce déficit-là dans les prochaines années à des coupures dans les programmes sociaux? Écoutez, on espère que non. Le budget qui est approuvé au mois de mars ne tient plus la route. Le gouvernement du Québec dépense par année 110 milliards de dollars, c'est le budget de dépenses. C'est sûr qu'on est en train de tout revoir ça. Je pense qu'on est un gouvernement qui est socialement responsable. Moi, je me suis joint à l'équipe de M. Legault parce qu'il y avait 2 préoccupations, l'éducation et la santé. Et je pense qu'on ne peut pas changer notre plan. Bon, est-ce qu'il y a des programmes qui vont être réduits un peu? Peut-être. Mais puis honnêtement, c'est un peu prématuré parce que je pense que dans la relance de l'économie, nous allons vouloir mettre tous les argents disponibles pour que les pans économiques reprennent. Vous avez souvent mentionné un nouveau monde, une nouvelle économie. Qu'est-ce que vous souhaitez ou dans quelle direction économiquement vous souhaiteriez que ce nouveau monde-là naisse? Je pense que ça nous prend une paix sociale, ça nous prend une fierté. J'aimerais ça que le concept du panier bleu, là, pour moi, c'est un cri de ralliement. Je veux que les gens soient fiers de dire qu'on peut être autosuffisant, qu'on est fiers je pense qu'on va avoir un environnement de capitalisme renouvelé. Un capitalisme qui va être beaucoup plus collaboratif. Coopératif. Je pense que les valeurs sociales, même nos entreprises, quand on va évaluer la performance des entreprises, pourquoi ne pas évaluer la santé de nos employés santé, je pense au terme générique, là, puis au sens large, pourquoi ne pas aussi évaluer nos chefs d'entreprise sur leur contribution sur la lutte au changement climatique? Alors, je pense qu'on va voir des nouvelles valeurs émerger. Il faut demeurer un peuple qui va donner comment je pourrais dire, on va respecter les gens qui sont dans l'économie. Il ne faut pas non plus aller de l'autre côté. Mais je pense que la pression sur le milieu des affaires va être qu'on va avoir des valeurs sociales qui vont être plus élevées, puis on va être fiers des Québécois. Monsieur Fitzgibbon, je vous remercie pour votre temps. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Merci beaucoup.
Voilà, c'est ce qui complète le 7e épisode de Distanciation sociale. Je voudrais remercier toute l'équipe qui travaille devant et derrière la caméra à la réalisation de cette modeste émission. Merci à vous à la maison d'être présents. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez qu'on réponde à propos de la COVID-19. Et d'ici au prochain épisode, je vous souhaite une bonne fin de soirée.